Bah, bien sûr, il chérit les causes, enfin, il ne chérit pas les causes des conséquences qu'il prétend défendre. L'une des véritables problématiques pour Pedro Sanchez aujourd'hui, c'est que Pedro Sanchez ne respecte pas les valeurs de l'Union européenne. En Europe, normalement, on accueille dignement les gens. Là, on a eu 34 morts déjà. Donc, la diplomatie des bons sentiments, la diplomatie des bonnes intentions, ça se termine trop souvent par un désastre humanitaire, comme on a pu le voir sur les dernières images. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, effectivement, les pays de l'Union européenne, en règle générale, n'a pas rempli son rôle sur la protection des frontières. Comment aujourd'hui comprendre, quand on est français, par exemple, ou quand on est un citoyen européen, comment aujourd'hui comprendre que la politique migratoire est une compétence européenne, mais le budget de Frontex, c'est 1,3% des budgets européens. L'Europe déverse de l'argent à travers le monde entier dans l'aide au développement. L'Europe dépense beaucoup d'argent n'importe comment sur un certain nombre de projets notamment et ne défend même pas ses frontières, puisque Frontex, c'est 2,7 milliards d'euros sur un budget de 192 milliards d'euros. Ça n'a absolument pas de sens. Et puis après, je suis d'accord avec ce qu'a dit Naïma, l'un des problématiques européennes aujourd'hui, et l'Espagne a créé un appel d'air qui est massif, Bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de dissuasion par le droit. Tous les pays occidentaux, l'Australie, le Japon n'est pas un pays occidental, mais c'est tout comme les États-Unis, par exemple, disent sur le droit, vous rentrez aux États-Unis, par exemple, vous n'avez aucune chance d'être régularisé. Et c'est Joe Biden, démocrate, qui l'a dit. Vous n'avez aucune chance d'être régularisé et encore moins vous aurez la nationalité. Donc on n'a pas de dissuasion par le droit et donc les migrants se disent c'est open bar en Europe, j'y viens, j'y reste et je ne serai en plus jamais expulsé. Ça, c'est le point sur le droit. Et puis il y a un point sur le social. Naïma a raison de le rappeler. Aujourd'hui, les pays européens sont généreux avec la terre entière. C'est plus possible. Mathieu. Oui, en fait, l'idée, je suis d'accord avec ce qu'a dit Georges, n'est pas d'exclure l'Espagne de l'espace Schengen. En revanche, ce qui peut être fait, c'est concrètement, dans les faits, mettre l'Espagne, entre guillemets, au banc des nations européennes. C'est-à-dire que tous les pays européens qui ont une frontière terrestre, donc la France et le Portugal, mais également tous ceux qui ont les frontières aériennes, les bateaux, puissent maintenir des contrôles aux frontières, comme l'a rappelé Georges, parce que le traité le dispose dans certains de ses articles. Ça, c'est un point qui est quand même essentiel à mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même vraiment dire cela, je pense, c'est important, c'est que quand on fait Schengen, on abolit les frontières intérieures, mais la contrepartie, c'était que les pays qui ont des frontières avec l'espace extra-européen puissent défendre les frontières. Et qu'en plus, les pays qui n'ont pas de frontières extra-européennes puissent soutenir, aider, on aide l'Italie, l'Espagne, la Grèce à tenir les frontières. Lorsque ces pays-là, c'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ne veulent pas le faire. Pedro Sanchez ne voulait pas le faire avant de se rétracter, donc maîtriser les frontières, puisqu'il crée lui-même un appel d'air. Alors peut-être qu'il faudrait imaginer aussi un autre mécanisme. L'Union européenne est très forte pour aller enquiquiner certains pays comme la Hongrie, la Pologne, qui ne respectent pas les valeurs de l'Union européenne en collant des amendes à ces pays-là. Quand vous avez un pays qui ne respecte pas, on va dire, le projet européen, notamment sur sa dimension de Schengen, on pourrait peut-être imaginer que l'Espagne puisse être sanctionnée par les autres pays européens. Mathieu, finalement, il y a un an sur ces plateaux, on se disait qu'une prison, on ne peut pas communiquer avec l'extérieur, on ne peut pas continuer son trafic de drogue. C'était presque l'invention de la prison, finalement, par Gérald Darmanin. On revenait un petit peu à la notion de prison telle que les Français l'imaginent, sans doute. Oui, bien sûr, parce que la prison a été un peu dévoyée progressivement, ou en tout cas n'a pas été adaptée aux mutations de la violence, aux mutations en termes de nombre, c'est-à-dire qu'on a une sous-dotation carcérale, moins de places de prison par rapport au nombre de détenus potentiels, ce qui explique les fameuses 100 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées, mais également qui n'étaient pas adaptées aux nouvelles manières de faire la criminalité organisée, d'où l'aspiration, on va dire, des prisons italiennes face à la mafia, ou même américaine en partie, parce qu'on s'est aperçu, et beaucoup le disaient sur le terrain, en tout cas des policiers, que les narcotrafiquants parfois organisaient le narcotrafic depuis la prison, puisqu'au moins en prison ils étaient entre guillemets en sécurité par rapport à la hausse de la violence dans la rue. Ils étaient bien mieux en prison que dans leur quartier. Exactement. Et donc effectivement ça avait tout son sens de mettre en place ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée, et on voit bien qu'effectivement un an après ils payent. Et puis, oui, parce qu'en fait, on touche du doigt la problématique, comme l'a dit Georges, l'a rappelé, il faut construire au moins 40 000 places de prison. Comment on fait? Quels sont les freins? Il y a un premier frein déjà, c'est le foncier. Il faut trouver du foncier. Ça, c'est le premier frein. L'État, on a un État en France qui est censé être un État stratège, colbertiste. Normalement, trouver du foncier, ça le fait. Mais
l'une des difficultés, c'est qu'avec le zéro artificialisation net, Oui. avec tout un certain nombre de lois qui empêchent de construire quoi que Avec ce les soit maires qui n'ont pas sur ça, toujours voilà, envie. ça c'est le premier point. Ensuite, effectivement, il y a un problème qui est politique, c'est qu'il faut obtenir en gros, les permis de construire de places de prison. Ça demande un accord souvent des élus locaux. Laurent Wauquiez avait trouvé une solution qui, en tout cas, nous paraissait, nous, au sein du millénaire, une bonne solution, une mesure de bon sens, c'est-à-dire une loi d'exception pour justement, on va dire, s'affranchir des normes, parce qu'on considère que... Sinon, on n'arrive pas. Exactement, on considère que la sécurité, c'est d'ailleurs la priorité des Français, en tout cas l'une des 2 priorités des Français, qu'il nous manque des places de prison pour faire appliquer, pour avoir une justice qui ne soit pas laxiste, puisqu'aujourd'hui le laxisme est effectivement dans le cadre et parfois lié à ce que disent les juges du droit, mais également parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. On peut pas les mettre en c'est le prison. premier point. Et puis ensuite, après, il faut des moyens budgétaires. Et là-dessus, les Français payent, désolé de le dire, une forme de double coût. Le coût de la délinquance, déjà, et puis le coût des années d'incurie qui ont conduit à ce qu'on n'ait pas assez de places de prison, parce qu'aujourd'hui, créer 40 000 places de prison, même avec des prisons modulaires, même avec du partenariat public-privé, ça coûte au bas mot 4 à 5 Mais bien milliards sûr. d'euros aujourd'hui. Donc c'est quasiment, il faudra doubler le budget à nouveau du ministère de la Justice. C'est quelque chose qui est quand même un effort considérable au moment où l'État est en déficit public. Évidemment. Tu vois, le tabou dans les prisons qui est aujourd'hui le suivant, c'est que certes, il y a 25% de détenus qui sont étrangers. D'ailleurs, il faut pointer aussi quelques nationalités. Première nationalité surreprésentée, Algérie. Ensuite, Roumanie. D'ailleurs, Roumanie, membre de l'Union européenne. C'était d'ailleurs ce qu'avait dit Gérald Darmanin. Comment est-ce possible que, alors qu'on est dans un même espace économique, qu'on est dans une coopération, que la Roumanie doit prendre aussi sa part et de ne pas nous laisser une délinquance. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, moi, je pense que sur les détenus étrangers, un principe qui pourrait être appliqué, c'est le fameux principe dans le droit international de réparation. Si un pays ne veut pas reprendre ces détenus étrangers, ce qu'on peut comprendre, ce sont des personnes qui sont néfastes pour la société française, comme algérienne, par exemple. Donc on peut comprendre que le régime algérien n'en veut pas. Mais dans ces cas-là, il faudrait qu'ils payent au moins les frais d'incarcération, parce que les Français n'ont pas à payer le prix du sang, le prix des crimes, etc., et le prix de la délinquance. Ça, c'est le point. Ensuite, après, le tabou dans la prison, qu'il faut dire, et qui, en fait, interroge notre modèle d'assimilation républicaine, c'est que l'on a des Français qui, en majorité, en partie, on n'a pas de statistiques pour le dire, mais quand on discute avec des personnes qui sont en charge de prison, ils nous le disent, c'est que vous avez beaucoup de Français issus de l'immigration, et notamment maghrébine et subsaharienne. Ça ne fait pas plaisir de le dire, mais c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que tout le monde, j'en suis un exemple, tout le monde est problématique dans notre société. Mais en tout cas, ça interroge sur, il faudra amener des réponses à ça. Moi, j'en ai parlé il y a longtemps. Oui, bien sûr, je ne retirerai pas une ligne de ce qu'ont dit Idriss et Naïma sur ce sujet-là. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Et l'antiracisme, depuis les années 80, a fait en réalité beaucoup de mal à la cause qui est une cause qui est républicaine, justement. Parce que, justement, ils n'ont pas vu la montée de l'antisémitisme dans certains coins de la France, et ils nient l'existence même de la possibilité d'avoir des injures à caractère racial contre des personnes blanches. Donc ça, c'est un véritable problème. Et surtout, ce que moi, j'aimerais dire, c'est que ça crée du ressentiment aussi pour une partie de la population qui se disent, mais comment est-ce possible, c'est à géométrie variable. En plus, c'est subventionné très souvent par de l'argent public, par le contribuable. Très largement. Très largement, donc c'est doublement insupportable. Et puis surtout, ils se disent, mais ça a sous-tendu une politique de la ville, que Naïma connaît très bien, qui a été celle de prioriser, de favoriser les fameux QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aujourd'hui, on met 10 milliards d'euros par an à ces quartiers prioritaires, parce que justement, on a intégré ce logiciel un peu antiraciste, parce que c'est ça qu'il y a derrière, puisqu'on sait que l'immigration est surreprésentée dans ces quartiers-là. À titre de comparaison, on donne 1 milliard d'euros à la ruralité. Mais vous avez des gens qui subissent les mêmes problématiques de désertification des services publics, des déserts médicaux, etc., dans certains territoires de la République, et qui ne sont même pas mis en avant par la République, ou qui ne sont pas soutenus par la République lorsqu'elle donne beaucoup plus à d'autres. Et donc, la promesse républicaine qui était donnée autant aux uns et aux autres en fonction des problématiques qu'ils vivent n'est pas accomplie. Et donc, dans ces conditions-là, ça crée du ressentiment de certains qui se disent, mais comment est-ce possible que l'autre, entre guillemets, parce que l'autre n'est pas l'autre, parce qu'il est français, mais est privilégié ou favorisé par rapport à moi. Et donc, effectivement, l'antiracisme peut créer des débordements.
ne peuvent pas y aller. Plutôt. Oui, très souvent, et c'est ce que disait Driss, la bureaucratie, l'administration étouffe souvent les bonnes initiatives du peuple parce que justement, ce sont des gens qui n'aiment pas perdre le contrôle de la situation. C'est pour ça que vous avez eu la préfecture qui très rapidement, instinctivement, j'ai même envie de dire, a dit mais n'allez pas aider les pompiers, les agriculteurs n'allez pas non plus aider les pompiers, restez chez vous, laissez-nous en gros gérer. C'est ça que ça signifie parce que vous avez aujourd'hui cette culture-là qui est une culture bien française qui d'ailleurs se traduit dans nos choix budgétaires. Et là, je rejoins un peu la discussion qui a été donnée. Comment comprendre que dans notre pays, l'ensemble des SDIS, le budget donc des services départementaux pour les pompiers, c'est 6,5 milliards d'euros et que le budget de l'ADEME, c'est 4 milliards d'euros. Donc une agence... Parce que l'ADEME nous apprend quand laver notre jean. En les plus, voilà, par exemple, en plus, dont les actions sont discutables à bien des égards. Comment est-ce possible que l'équivalent soit un équivalent budgétaire entre ces deux institutions, alors que l'une est plus utile que l'autre? Donc peut-être, ça ne veut dire pas qu'il faut sabrer l'ADEME, mais peut-être qu'il faut reprendre certains budgets de l'ADEME pour les mettre sur les pompiers déjà. Donc moins mettre dans la bureaucratie, plus dans le terrain. Parce qu'on a vu effectivement, et ça c'est un des enseignements des incendies quand même, de ce qui nous est arrivé, l'État régalien, lorsqu'il y a les moyens humains, matériels, eh bien il fonctionne. Ça vaut pour les pompiers, les policiers et l'armée. C'est vrai. Oui. Mais bien sûr, ça n'a aucun sens. C'est comme sur la laïcité, on nous dit on a beaucoup fait sur la laïcité, on a créé des référents laïcité. Oui. En fait, le problème des politiques, et on comprend pourquoi dans les dernières enquêtes d'opinion, les politiques sont l'institution la moins appréciée par les Français, où il y a le moins de confiance, 16% de confiance. Seulement 16% des Français font confiance aux politiques. Parce qu'en fait, ce qu'on attend d'un politique, normalement, c'est pas de poser des constats ou de faire du commentaire, c'est d'apporter des solutions à des problèmes. Mais pour apporter des solutions à des problèmes, encore faut-il poser les diagnostics et comprendre ce dont il s'agit. Or, l'un des problèmes sur l'antisémitisme, c'est que, effectivement, Madame Pégard, j'ai rien contre elle à titre personnel, mais elle pose pas le diagnostic. Vous l'avez mentionné, 1320 actes antisémites. Depuis le 7 octobre 2023, 48% des actes antisémites sont directement corrélés à l'évolution du conflit au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'il est explicitement mentionné Israël, le Hamas, la Palestine, etc. Donc aujourd'hui, vous avez bien un antisionisme, entre guillemets, qui est le foyer de l'antisémitisme et qui est un carburant de l'antisémitisme, puisque l'antisémitisme a explosé dans notre pays. On est à plus de 3000 actes antisémites depuis le 7 octobre 2023. Dans ces cas-là, il faut poser, une fois qu'on pose le constat et qu'on doit apporter les solutions, nous semble-t-il au think tank, c'est de proposer, de créer un délit d'antisionisme, puisque l'antisionisme, aujourd'hui, mène à des actes antisémites. C'est pas la même chose que la loi Yadan, mais c'est de créer ce délit-là, circonscrit avec une définition de ce qu'est l'antisionisme, c'est très facile à définir, pour ensuite après renforcer l'arsenal judiciaire et surtout que les peines soient réellement exécutées, que la peine prononcée soit égale à la peine réellement exécutée. Donc travailler sur le monde de la justice. Le président de la République lui-même avait dit que l'un des problèmes de la lutte contre l'antisémitisme, c'était la réponse judiciaire. Bon, qu'on s'attelle à cela, plutôt que de commenter les différents propos tenus ou pas par la France insoumise, etc. Je pense que c'est ça dont il s'agit. Oui, en effet. Et en fait, il y a un vrai problème dans le bloc central, c'est qui va incarner la succession d'Emmanuel Macron. Encore faut-il qu'il y ait une succession à Emmanuel Macron, parce que c'est l'un des enseignements que l'on voit de ces 2 derniers mandats du président de la République, c'est qu'aujourd'hui, à la différence même de ses prédécesseurs, François Mitterrand, Général de Gaulle ou même Nicolas Sarkozy, c'est qu'en fait, tous ces gens-là, ces anciens présidents-là, avaient des gens qui se réclamaient. Beaucoup d'élus de droite se sont réclamés du sarkozysme, idem pour le mitterrandisme et idem évidemment pour le gaullisme. Le problème, c'est qui se réclame aujourd'hui du macronisme, dans la mesure où Édouard Philippe et Gabriel Attal, à chaque fois qu'ils sortent des prises de position, c'est pour se distinguer de la personnalité du président de la République. Ensuite, après, pour ce qui est de la candidature de Jean Castex, je pense qu'il n'y a pas d'espace politique pour lui et que vraisemblablement le candidat, on va dire, qui sera le successeur, pas désigné du coup, d'Emmanuel Macron, ça sera probablement Édouard Philippe, je pense. Je ne vois pas d'autre option pour le bloc central. En 10 secondes, Mathieu. Peut-être que pour produire des meilleures élites, il faudra aussi s'interroger sur leur formation. Une idée qui pourrait être mise sur la table, on parlait avec tout à l'heure des pompiers, des incendies, c'est que pourquoi pas dans les grandes écoles, un peu sur le modèle de Polytechnique, on ait un stage obligatoire ou un service civil obligatoire, comme à Polytechnique, où ils vont à l'armée, un service civil, soit dans l'armée, soit auprès de la police, de la gendarmerie, soit auprès des pompiers. Et comme ça, vous verrez peut-être que ça responsabiliserait davantage les élites, ça
de passer Ça leur 6 montre mois autre à chose, un en an, tout cas. effectivement, en caserne, je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de gens et ça permettrait de ne pas prendre des décisions ensuite qui sont néfastes pour l'avenir du pays, et notamment sur les questions régaliennes.